Bienvenue dans ce premier épisode du podcast La Touche d'Inspi. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Delphine Saltel, journaliste pour Arte Radio et réalisatrice du podcast Vivons heureux avant la fin du monde. Après des études de lettres, Delphine Saltel a commencé sa carrière comme prof de français au collège et quelques années plus tard, elle a choisi de suivre sa passion et de se lancer en radio. Elle nous raconte aujourd'hui son métier et les coulisses de son podcast. Alors bonjour Delphine Saltel, merci beaucoup de répondre à mes questions aujourd'hui. Vous êtes depuis 2020 réalisatrice du podcast Vivons heureux avant la fin du monde pour questionner nos modèles de société sans angoisser les auditeurs. Vous apportez toujours une touche d'humour dans vos épisodes. Est-ce que ça fait partie de vos techniques narratives ? Quand on parle de sujets angoissants, anxiogènes, on doit se poser la question de l'efficacité narrative et comment finalement parler de questions dont les gens ont plutôt pas envie d'entendre parler. Du coup, il y a effectivement l'humour. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est appliquer à la réflexion, aux questions que je me pose, les mêmes techniques narratives qu'une histoire, c'est-à-dire essayer de faire rentrer la réflexion dans une structure qui est comme un récit avec un début, des rebondissements, des retournements, des effets de surprise. Et là-dedans, il peut y avoir de l'humour parce qu'il peut y avoir un peu de l'autodérision ou des effets comme ça, un peu de dévoilement, de révélation. Une chute, une fin, que cette chute, elle soit pas une espèce de conclusion définitive qui ferme le sens et qui dise ce qu'il faut faire ou pas faire, que ce soit plutôt une fin ouverte qui laisse la place à l'auditeur pour penser ce qu'il a envie de penser, démarrer lui-même sa réflexion, poursuivre en fait. Et est-ce que vous pouvez choisir librement vos sujets pour chaque épisode ? Oui, je les fais valider, on les valide en équipe avec le ou la responsable éditoriale, donc il y a un travail d'équipe, donc je ne décide pas toute seule, mais jusqu'à maintenant, en tout cas on ne m'a jamais interdit d'aborder un sujet, mais j'ai besoin d'être validée, de dialoguer, de ne pas être toute seule à décider. Dans votre épisode sur le tri des ordures ménagères, vous racontez en début d'enquête que le sujet ne vous intéressait pas beaucoup, et pourtant c'est un des épisodes les plus longs du podcast. Comment on arrive à faire un reportage sur un sujet qui nous rebute au premier abord ? Alors, ce qui me vient là avec votre question, c'est le fait que je pense que j'insiste beaucoup peut-être dans cet épisode sur le fait que je parle de quelque chose qui est rebutant parce que au fond ça me semble au cœur de la problématique des déchets, c'est-à-dire que les déchets c'est justement ce que l'on ne veut pas voir, ce à quoi on ne veut pas réfléchir, ce qu'on veut évacuer. C'est une manière de mettre en scène l'enquête et les rebondissements et le petit cheminement en fait de la pensée. Bon voilà, c'est une des techniques narratives qu'on utilise. Voilà, c'est assez classique. Aujourd'hui, qui sont vos auditeurs réguliers sur Vivons heureux avant la fin du monde ? Alors, je ne sais pas trop, au sens que je n'ai pas forcément accès... je ne sais pas si on a des études hyper précises, des profils sociologiques des auditeurs. On a des chiffres, on sait à peu près combien de personnes écoutent jusqu'au bout. Mais comme ça, un peu de manière empirique, ce que je perçois à travers les messages d'auditeurs et d'auditrices que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Je dirais pas que les sujets que j'aborde sont forcément girly ou féminins, les poubelles ou le smartphone. Voilà, est-ce que ça vient du fait que beaucoup de femmes écoutent de podcasts ? Voilà, c'est peut-être une des raisons. Le fait que je me mets en scène, peut-être que ça crée plus d'identification chez les femmes. Là, je vois, on a sorti un livre adapté du podcast et donc j'ai fait des rencontres en librairie où je vois un peu la petite communauté d'auditeurs qui connaissent le podcast. C'est majoritairement des femmes. Pendant vos débuts de carrière pour Arte Radio, l'audience était moins importante qu'aujourd'hui. Et vous racontiez dans une autre interview que ça vous a permis de produire vos premiers documentaires sans être trop sous pression. Est-ce que vous conseillez aux apprentis journalistes de commencer dans des petites radios ? Je ne me permettrai pas de donner des conseils. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance aussi parce que je n'avais pas fait d'école de journalisme. Et donc, je n'avais pas de formation de journaliste à proprement parler. Et donc, je ne me sentais pas la légitimité d'aborder les questions comme une journaliste.
Ma chance a été de pouvoir faire mes débuts à Arte Radio, qui était une structure qui justement se donnait, en tout cas qui avait comme parti pris de donner le micro, de confier des micros, des enregistreurs à des gens dont c'était pas le métier, qui n'étaient pas des professionnels de la profession, mais qui étaient plutôt des gens qui avaient un regard de biais ou voilà, moi j'ai commencé à la radio en parlant du métier que j'exerçais à l'époque, qui était donc professeur. Je racontais, je questionnais mon travail de l'intérieur, quoi, depuis l'intérieur de l'institution, et pas comme une experte, pas comme quelqu'un de neutre ou d'objectif qui aborderait ça comme un dossier de société, mais plutôt à partir d'une expérience personnelle, etc. Et voilà, et donc j'ai commencé à faire la radio comme ça, et ça m'a permis de trouver mon ton, de le faire un peu à ma manière. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance dans un parcours professionnel, de trouver un endroit où on peut avoir un tout petit peu le droit d'être ce qu'on est, de faire ce qu'on doit faire à partir de ce qu'on est, de sa personnalité, de ses singularités. Dans une autre interview, vous racontez que vous avez découvert votre passion pour la radio pendant votre vingtaine. Mais justement, à l'époque, vous étiez prof de français et la radio, ça vous semblait impossible. Qu'est-ce qui vous retenait à ce moment-là ? Voilà, c'est toujours pareil, c'est des histoires de légitimité, de syndrome de l'imposteur, de milieu familial. Moi, j'habitais pas à Paris. En plus, donc, quand on grandit en province, c'est des professions aussi qui semblent être réservées aux gens qui habitent à la capitale. Donc, je me mettais plein de barrières. Moi, j'avais fait des études de lettres modernes parce que j'aimais la littérature. Et du coup, il y avait un peu aussi l'idée que j'avais pas fait les bonnes études pour ce métier, alors qu'en fait... je me racontais des histoires parce que la radio c'est un milieu, et le journalisme en général d'ailleurs, c'est ouvert à plein de gens qui ne sont pas estampillés par les écoles. Donc voilà, je pense que c'était des barrières que je me mettais à moi-même et que ça m'a pris un certain temps de les faire tomber. Mais je ne regrette pas du tout d'être rentrée dans le métier en venant un peu d'ailleurs. J'ai une certaine nostalgie parfois des années où je faisais de la radio sur mon métier de prof, parce que justement, de parler de quelque chose qu'on connaît comme ça, dont on a une expérience première et quotidienne, ça donne quand même une impression de légitimité. C'est-à-dire pas une légitimité à penser les choses de manière générale ou définitive, mais juste à s'exprimer, à prendre la parole sur quelque chose parce qu'on est un des acteurs de terrain du sujet ou de la question qu'on traite. Vous racontez aussi que vos reportages pour France Culture vous ont poussé à insister auprès des personnes à interroger, voire à les bousculer un peu. En tant que débutant, comment on dépasse cette peur de déranger ? Moi, ce qui m'a poussée à insister, c'est en fait l'attente de résultats. C'est-à-dire qu'à France Culture, j'ai travaillé pour Les Pieds sur Terre, et que la personne qui dirige Les Pieds sur Terre, c'est Sonia Kronlund, qui est une productrice géniale, très très forte et très exigeante. Les sujets, les entretiens, les rencontres, quand on fait un reportage, ça tombe pas tout cru, et qu'il faut cuisiner les gens et qu'il faut insister. Et je pense que c'est notamment au Pied sur Terre que j'ai compris que souvent les meilleures histoires, c'est précisément celles que les gens n'ont pas tellement envie de raconter. C'est en travaillant au Pied sur Terre que j'ai appris à me méfier dans les reportages des gens qui ont très envie de parler, parce qu'on s'aperçoit vite que c'est pas eux qui ont les choses les plus intéressantes à dire. Peut-être vouloir défendre un message ou se mettre en avant, et ils ont un objectif en fait, et qu'en fait les histoires les plus touchantes, les plus remuantes, les plus questionnantes, les plus complexes, ça nécessite que la personne lâche un peu quelque chose, qu'elle prenne un risque à partager une expérience, quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ces histoires-là que moi je préfère, parce que elles sont pas toutes noires ou toutes blanches, et elles sont comme des petites paraboles à partir desquelles les auditeurs peuvent se poser des questions. Voilà, c'est pas des histoires à message, c'est pas des histoires édifiantes, cousues de fil blanc, où on a une conclusion, une leçon à tirer, une morale, mais voilà, plutôt des histoires complexes qui sont propres à faire réfléchir les gens. Et ces histoires-là, il faut aller les chercher, il faut un petit peu... il ne faut pas forcer les gens, mais en tout cas, il faut installer un climat, il faut pas se contenter de la première personne qu'on rencontre. Insister, ça peut vouloir dire chercher les histoires, chercher les bonnes personnes, les personnages, en fait, les gens dont l'histoire est forte, et ça vient pas tout seul.
Avant d'être journaliste, vous en parlez avant, vous avez été professeur de français à Meaux et vous avez produit plusieurs documentaires sur vos élèves, notamment Que sont-ils devenus? Vous reprenez contact avec vos anciens élèves. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils écoutent Vivons heureux avant la fin du monde? Ah bah, j'aimerais bien. J'ai des anciens élèves qui m'ont recontacté parce qu'effectivement ils avaient découvert que je faisais encore des choses sur Arte Radio, parce que les premières choses que j'ai faites sur ces élèves dans ce collège étaient diffusées sur Arte Radio, donc ils connaissent ça, Arte Radio, grâce à ça. Et visiblement, certains ont, voilà, de temps en temps, ils retournent sur le site d'Arte Radio et trouvent mes sujets parce qu'ils me font signe. De temps en temps, il y en a quelques-uns qui me font signe, mais je ne sais pas si c'est massif. Et déjà, dans vos documentaires réalisés au collège, vous laissiez vos élèves prendre le micro de temps en temps. Et dans Vivons heureux avant la fin du monde, c'est vos filles qu'on entend participer parfois. Ça rend les épisodes beaucoup plus personnels et réels. Comment est-ce que vous choisissez entre les enregistrements que vous allez utiliser et ceux qui sont peut-être trop intimes et que vous diffusez pas? Alors ma technique, quand j'enregistre chez moi, c'est très souvent de poser l'enregistreur quelque part dans un endroit central de la maison. Souvent j'ai un peu une idée derrière la tête du type de situation, de moment familial que je souhaite enregistrer, mais je laisse quand même faire la vie, c'est-à-dire que grâce aux enregistreurs numériques et aux cartes flash, on peut enregistrer très longtemps. Donc je laisse les choses se passer, je laisse un peu tout le monde oublier que ça tourne. J'arrive pas tout le temps à le faire, mais ce que je préfère, c'est quand finalement ce qui s'est enregistré sur la bande, enfin sur la carte flash, était quelque chose de pas prévu, et de pouvoir l'utiliser. Voilà, les enregistrements en famille ou les enregistrements comme ça captés sur le vif, dans la vie de tous les jours. En fait, ça fait des espèces d'échos, mais un peu lâches, entre le sujet stricto sensu, puis la vie de tous les jours, la vie autour. Et voilà, quand on arrive à faire ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi. Et après, sur la question de l'intime ou pas, enfin voilà, qu'est-ce qu'il est pertinent ou éthique de faire entendre, voilà, quand c'est intime. Il y a plein de manières de répondre à cette question. En fait, c'est une question assez complexe, l'exposition de soi, la mise en scène de son intimité, de sa vie privée. Moi, l'espèce de ligne de conduite, ou en tout cas comme ça, de cadre, ça passe toujours mieux de faire entendre quelque chose d'intime de soi quand c'est pas fait pour se mettre en valeur. Je trouve que l'intime, c'est intéressant quand ça soulève des questions, des problèmes, des difficultés, et que c'est ces choses-là qui ont du sens à être partagées, parce que ça peut parler aux autres, parce que ça invite à réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on fait ce qu'on fait, comment on le fait dans nos vies de tous les jours. Voilà, alors que l'intime, l'exhibition ou l'exposition de l'intime pour faire envie ou faire une espèce de vitrine, qui est peut-être plus l'intimité qu'on expose sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, je trouve, c'est moins intéressant sur le plan journalistique. Finalement, de mes enregistrements familiaux, j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que j'enregistre surtout un peu les moments où ça grince, où ça coince, où c'est pas glorieux, voilà, et c'est souvent des points de départ en fait qui fonctionnent bien pour lancer une réflexion. Par exemple, tous les enregistrements que j'ai enregistrés avec mes filles quand elles étaient petites, où je pense qu'on entend quand même beaucoup la fatigue, la difficulté d'élever des enfants, l'écart entre les normes de parentalité actuelles et puis l'écart entre les normes et ce qu'on peut bel et bien faire, la pression qui pèse sur les parents, toute la pression qu'on se met avec l'éducation. Voilà, je trouve que c'est ces enregistrements-là où on entend que c'est galère, ça permet de lancer l'enquête, la réflexion. Un de vos outils de travail essentiels, c'est votre voix. Et dans les formations pour être journaliste, on nous explique qu'il faut trouver sa signature vocale, qu'elle doit être reconnaissable et crédible. Comment est-ce que vous avez trouvé la vôtre et est-ce que vous avez un conseil à donner sur la manière de trouver sa voix? Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des petites structures où on peut
ou des petites structures qui sont peut-être pas surexposées, donc pas formatées trop, et où chacun peut du coup un peu cheminer pour trouver son style, sa manière de procéder, son regard sur les choses. La voix, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait une voix, c'est la sincérité en fait. Qu'est-ce qui nous touche dans une voix, c'est qu'elle sonne un peu vraie. Dès qu'on se met à parler comme ça, comme un robot, tout de suite. Alors, ça a une fonction. Je pense que les journalistes qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils incarnent la figure du journaliste et qui, justement, ils enlèvent peut-être ce qu'il y a de personnel. Il y a en fait tout ce petit temps pour trouver un peu sa manière de faire. Et je trouve aussi que c'est souvent un peu les défauts, en fait, où ce qui dépasse un peu. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on fait de la radio, on écoute sa propre voix. En fait, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est assez désagréable en fait de s'écouter quand on s'entend soi-même. On s'énerve, on se déteste. C'est pas du tout un exercice facile. Et donc, on va avoir tendance plutôt à s'inhiber ou à gommer un peu sa vraie personnalité ou ce qui nous rend singulier. Et donc, on a besoin de conseils. Voilà, je pense qu'on a besoin d'être encouragé. On n'est pas à soi-même le meilleur juge de ce qui marche ou pas dans notre mélodie de phrase ou dans notre manière de parler. Donc, il y a un peu toute cette dialectique entre pas trop s'écouter. En fait, c'est étrange parce qu'il faut pas trop s'aimer parce que quelqu'un qui s'aime trop au micro, c'est insupportable. Les gens qui font l'amour au micro, qui sont trop conscients d'eux, dont on entend qu'ils jouissent de leur propre habileté ou voix feutrée, qui minaudent et tout. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, mais il faut pas se détester non plus parce que on est complètement inhibé ou on s'efface. Donc c'est un petit cheminement dialectique et c'est pour ça que ça dépend beaucoup de là où on travaille parce que le responsable éditorial ou même le technicien qui est en cabine, il nous guide en fait. Mais finalement, voilà, c'est quand on arrête de penser à sa voix qu'elle est souvent la meilleure. Et d'ailleurs, quand on enregistre des gens en reportage, finalement, vraiment la matière première de la radio, c'est vraiment la voix des gens, ce qui se passe dans leur voix quand ils parlent. Enfin, il n'y a rien qui nous trahit plus que notre voix. On entend les émotions, on entend le rapport à soi-même, si on est en train de plastronner ou si on est en train de mentir. Enfin bon, voilà, il y a un effet de vérité. Et donc, souvent, je trouve que quand on interviewe des gens, le travail, c'est d'installer avec eux une espèce d'état où ils vont le moins possible être conscients d'eux. Et pour moi, les meilleurs personnages de radio, quand on part en reportage, qu'on fait des rencontres, en fait, on entend tout de suite quelqu'un qui parle cash et vrai et qui n'est pas déjà en train de se projeter sur ce que ça va donner quand ça passera à la radio. Et le truc qui est très étrange, c'est très souvent, on peut faire une rencontre et commencer à parler avec quelqu'un, le trouver super et se dire tiens, je vais l'enregistrer. Puis au moment où on place le micro devant sa bouche, il switch en mode témoin de chaîne d'infos continue. Et tout ce qu'il y avait de touchant ou d'intéressant ou d'original dans sa manière de raconter les choses disparaît parce que tout d'un coup, il se met à parler comme le témoin de télé, qui est une espèce de figure médiatique un peu figée. Dernière question, pour vous, c'est quoi les points communs entre un bon prof et un bon journaliste ? Quand je fais des épisodes, j'essaye le plus possible de faire en sorte que les auditeurs écoutent le truc jusqu'au bout. Sylvain Gir, le responsable éditorial de la radio, il avait un mantra qui était l'auditeur n'a pas un flingue braqué sur la tempe, il n'est pas obligé de vous écouter jusqu'au bout. Des fois, quand on fait de la radio, on oublie un peu qu'il y a des gens qui vont écouter et qu'il faut les tenir en haleine et qu'il faut faire le boulot pour rendre ce qu'on a raconté le plus haletant, qu'il y ait du suspense, qu'on soit tendu vers la suite, quoi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de technique narrative. C'est vraiment, finalement, avoir toujours ces mêmes ficelles de qu'est-ce qui fait qu'on a envie de savoir la suite, que ça avance, que ça progresse, qu'on veut savoir et qu'on reste à l'écoute. Quand on est devant une classe, on a cette espèce de même souci permanent que tout le monde reste à l'écoute, que tout le monde reste concentré. Voilà, je pense qu'un bon prof, comme un bon journaliste, c'est quelqu'un qui se pose sans cesse la question de est-ce que c'est toujours intéressant ce que je dis ? Il y a ce truc de plaquer et docérer, c'est-à-dire enseigner et plaire. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas enseigner, faire passer du savoir, faire passer du sens sans plaire, c'est-à-dire sans faire ce travail
Oui, de mise en forme, pour que ce soit chouette à écouter, c'est tout. Super, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur la touche d'inspi aujourd'hui et à bientôt pour un prochain épisode.